Objectif résultat, ce week-end, Saint-Étienne a rendez-vous avec Geoffroy Guichard et surtout les hommes d'Antoine Comboiré pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Et puis donc dans votre traditionnel avant-match, aujourd'hui je suis en très très bonne compagnie avec Romain de Peuple Vert. Romain, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va, un peu la crève, mais tout va bien. Puis avec Sylvain évidemment. Sylvain, comment te portes-tu? Pas mal non plus, pas mal non plus. J'ai hâte de voir le match de ce week-end après la bonne parenthèse parisienne. Une rencontre qu'on débriefera évidemment juste après un point mercato et puis avoir à analyser la forme du FC Nantes avec notamment l'aide de notre intervenant Loïc Folio dans des extraits, donc journaliste pour Ouest France. Comme je vous le disais, évidemment, période de mercato oblige. On va faire un petit détour sur le marché des transferts du côté de l'AS Saint-Etienne. On a des joueurs qui sont poussés vers la sortie, plusieurs pistes prioritaires, le dossier Cardona qui semble s'échauffer. Romain, où en est le mercato stéphanois à l'heure actuelle? Bon, eh ben on va essayer de faire un petit point rapidement sur ce qui se passe du côté de la SS. Euh, alors, on va commencer du côté des arrivées. Mais de manière globale, de manière générale, on m'a encore confirmé ce matin qu'il y avait vraiment cette volonté, d'une part, de ne pas se presser, et d'autre part, de rester relativement discret. Ça, c'est des consignes qui sont données notamment aux agents. Et du coup, il y a très très peu de choses qui fuitent. Il peut y avoir des choses qui fuitent quand les dossiers sont un petit peu gelés, pour faire bouger les choses. Mais de manière générale, on est sur quelque chose de relativement discret. Donc si on prend du côté des arrivées, alors il y a un dossier qui intéresse beaucoup de monde, c'est le retour d'Irvine Cardona. Alors sur ce dossier-là, on n'est pas particulièrement renseigné, mais de ce qu'on sait, bah, déjà il y a plusieurs choses. Il y a l'équipe qui a confirmé l'information de Mohamed Toubachter concernant un retour d'Irvine Cardona à la SS. L'idée, la volonté, c'était de le faire pour qu'il puisse être disponible face à Nantes. Si on reprend le règlement, il faut que tous les papiers soient envoyés et que le joueur soit enregistré au moins 2 jours avant le coup d'envoi. Là, ça mènerait, comme on joue dimanche, ça mènerait à demain. Donc ça veut dire que si Irvine Cardona n'est pas officialisé aujourd'hui, qui est relativement peu probable, mais encore une fois, j'ai pas d'informations sur le sujet, s'il n'est pas enregistré d'ici demain, eh ben, il ne sera pas sur la feuille face à Nantes. Pour autant, on s'affole pas du côté de l'ASS. C'est un dossier où déjà le joueur veut absolument revenir. Il est persuadé que c'est le meilleur contexte pour lui pour s'épanouir. Et il est prêt à consentir des efforts financiers, comme l'a parfaitement indiqué l'équipe. Donc là-dessus, l'optimisme est de vigueur, en tout cas. Voilà. J'enchaîne, hein. Autre piste qui vient de sortir, alors à la fois chez Foot Mercato, mais également chez un média, l'Expressen, qui est un média suédois, qui a confirmé l'information du Progrès qui évoquait le nom de Zedan Inoussa. Zedan Inoussa, c'est un jeune ailier qui joue plutôt à gauche en faux pied, qui joue. Alors, il a 21 ans, il joue à Aachen et c'est un joueur qui s'est fait remarquer parce que malgré son jeune âge, eh ben, il a déjà inscrit 10 buts et 7 passes décisives en 30 matchs sur 2024. Alors là-bas, ça joue sur l'année civile. Et, cette source donc suédoise précise que l'SS et le Celtic sont à fond sur ce genre-là. L'idée, c'est de concurrencer un petit peu Zuriko. Nous, on n'avait pas spécialement entendu parler, mais c'est une piste qui semble relativement concrète. Alors après, il va falloir quand même sortir la monnaie, parce que c'est un joueur qui est très prometteur et très suivi. Comme le Celtic est dessus, l'année dernière, il y a quelques mois, il y avait Hull City en Angleterre également dessus. Et je pense qu'il est évalué à 3 millions d'euros, il faudra sortir le chéquier. Voilà, autre poste, milieu central, la SS aimerait ajouter un petit peu de muscle à cet entrejeu. Alors il y a plusieurs noms qui sont sortis, il y a Lorenz Rosier, j'ai fait le point récemment, et la SS n'est pas du tout passée à l'offensive, contrairement à ce qui avait pu être évoqué
précédemment dans différents médias. Il n'y a pas de contact avec le club à ce jour, en tout cas rien de concret. La piste Timothy Ouma est sortie il y a quelques jours dans la presse également, mais le joueur devrait s'envoler du côté du Slavia Prague, où on s'est montré un peu plus on va dire, séduisant au niveau contractuel. Donc voilà, mais il y a vraiment cette volonté d'aller sur un milieu central, et ça c'est parce qu'on a des joueurs d'un gars alors déjà dans le système d'Andland, c'est un poste qui demande vraiment de beaucoup courir, et notamment Louis Mouton n'était pas forcément programmé pour être titulaire de la SS en début de saison, même si c'est un joueur qui devrait s'inscrire sur la durée. Donc voilà, et enfin je termine, il y a la volonté de recruter un défenseur central axe droit. Ça, c'est la priorité, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Alors il y a plusieurs pistes qui sont creusées, notamment celle de Sané, le défenseur central de Metz, qui est très jeune, qui a une vingtaine d'années, qui ressort particulièrement bien en data et qui est très apprécié à Saint-Étienne. On est sûr que ça sera un bon joueur. Les planètes sont assez alignées du côté de la SS. Par contre, après, c'est pas la seule piste, et on s'affole pas, parce que du côté de Metz, on veut pas le lâcher, surtout pas au mercato hivernal en tout cas. Donc si, un petit peu comme pour Mathieu Hudol, s'il le lâche, c'est que ça sera offre irrefusable. Donc ça sera pas 1,5 million d'euros comme il est estimé sur Transfermarkt, parce qu'aujourd'hui c'est un joueur qui a qu'une saison de Ligue 2 et 6 mois de Ligue 1, mais ça sera plus du double qu'il faudra poser sur la table. Donc voilà, mais pour autant, il y a un autre défenseur central qui est ciblé, et on souhaite pas s'affoler, on souhaite attendre la dernière quinzaine. Voilà, parce que de toute façon, c'est toujours pareil dans les mercatos, on place ses pions, et puis derrière, après, on attaque concrètement. Alors après, sur qui ça va se concrétiser? J'en sais rien, mais il y aura un défenseur axial droit qui viendra concurrencer Dylan Batoumine-Sika. Et c'est tout ce que j'ai de mon côté. Voilà. Du côté des départs, je peux faire très rapidement en 30 secondes. Cornu pourrait retourner en Israël. C'est en tout cas ce que la presse israélienne nous rapporte. Et le contexte géopolitique qui plutôt sur une accalmie pourrait favoriser ce retour-là, avec un joueur qui ça le fait pas, Saint-Étienne. Briançon, Tardieu, on est tous en Ligue 2. Fomba, Monconduit, il n'y a rien du tout. Monconduit, je ne sais pas s'il est encore à Saint-Étienne. Et Ayman Eiki a quelques touches également concernant des prêts. Et voilà tout ce que je peux dire en ayant fait très très rapide. Romain, Sylvain, de ton côté, où est-ce que tu espères voir la SS se renforcer durant le mercato hivernal? Je pense que la priorité, c'est le poste d'ailier, toujours, ça c'est une évidence. Après, on constate, et c'est valable à Saint-Étienne, mais aussi dans pas mal de clubs, c'est qu'il y a beaucoup ils surveillent, ils observent, ils analysent, ils constatent, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, ça bouge très peu dans ce mercato, c'est lié évidemment à la conjoncture actuelle, aux droits télé, aussi, je pense de notre côté, au changement d'entraîneur et à la volonté d'être vraiment en phase avec le coach actuel qui est probablement encore en train d'identifier les réels manques de cet effectif et surtout de voir les marges de progression qu'il peut avoir avec les joueurs qu'il a à disposition. Donc voilà, je pense qu'en fait, ça nous annonçait des phases de finalisation, des arrivées sous 48 heures, des ci, des ça. Je pense que on n'est pas encore dans ce stade-là. On est surtout dans un stade où on étudie, on négocie, mais ça risque vraiment de s'emballer sur les 10 derniers jours, voire la dernière semaine, comme finalement dans beaucoup de mercato. De finale, une défaite de buts à 1, c'est que les Canaries ne sont pas plus avancés qu'avant la trêve où le club a traversé une nouvelle crise. Le FC Nantes et ses dirigeants qui songeaient à remplacer Antoine Comboiré, qui avait jeté leur dévolu sur Sergio Conceição, qui finalement a fait faux bond, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec Kaby Bay et qui ont gardé en fait Antoine Comboiré par défaut. On en est toujours au même point, même s'il y a eu un petit sursaut à la reprise.
avec notamment l'arrivée d'Anthony Lopez, que vous appréciez particulièrement. Donc Anthony Lopez dans le but nantais, avec 2 matchs nuls plutôt probants sur la forme, j'allais dire, notamment au niveau de l'état d'esprit dégagé, avec davantage d'agressivité. 2 matchs nuls face à Lille, et puis un but partout là-bas dans le Nord, et puis face à Monaco, c'était à la Beaujoire, 2 buts partout, surtout dans l'état d'esprit, je le disais, parce qu'il y a eu beaucoup plus de pressing à haute intensité. Après, le FC Nantes, c'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon. Et toute la question par rapport au match à Saint-Étienne ce dimanche, c'est de savoir si les Verts, comme ils l'ont fait par exemple face à Reims, vont avoir le ballon, et si oui, quelle utilisation ils en feront. Il faut savoir que Nantes, c'est une équipe, quand elle est en phase de possession, qui est capable de baisser la tête à la moindre contrariété, qui cède trop facilement dès qu'elle est sous pression. Ça m'a fait un petit peu penser ce match à Brest, où les Nantais ont concédé rapidement un but dès la 24e minute, après avoir eu des phases de possession absolument stériles. Ça m'a rappelé un petit peu le match de Saint-Étienne face à Reims, où les Rémois ont ouvert le score alors qu'ils n'avaient eu aucune occasion. Saint-Étienne s'était procuré de nombreuses situations dangereuses, n'avait pas réussi à les convertir et s'était fait planter. C'est en gros ce qui s'est passé, encore une fois, pour les Canaries à Brest, des Nantais qui, il faut le rappeler, étaient privés de Jean-Charles Castelletto, et la défense centrale nantaise a dégagé encore une forme de passivité, d'impuissance. Dès qu'elle est sous pression, encore une fois, on sent que les Nantais sont à la merci vraiment de leur adversaire. Donc il va falloir réagir impérativement en termes défensifs du côté nantais pour contrarier les vagues stéphanoises, si les hommes d'Eric Corneland évoluent comme ils l'ont fait depuis le début du mandat du Norvégien, avec beaucoup d'agressivité. Les enjeux pour le FC Nantes, c'est de retrouver donc cette charnière nantaise solide. On peut penser qu'elle sera composée de Nicolas Pallois et de Jean-Charles Castelletto, parce que Jean-Kévin Duverne a démontré encore à Brest qu'il n'était absolument pas au niveau. Un FC Nantes donc dans l'instabilité, qui pourrait flancher face à l'agressivité du bloc mis en place par Eric Orneland. Parce que pour rappel, Nantes, donc pour revenir au classement, est à égalité avec l'ASS, enfin à égalité de points avec l'ASS, 15e, et ça se joue à la différence de but. La rencontre donc pourrait être l'occasion de prendre des points précieux avant des oppositions de l'ASS face à Lille, Rennes ou Marseille. Un FC Nantes qui n'a plus gagné en championnat depuis le 8 décembre dernier face à Rennes, une courte victoire 1-0, mais qui ont pu accrocher des nuls face à Lille, Monaco ou même le PSG en novembre. Romain, tiens, je te pose la question, est-ce que tu as cette crainte de te faire accrocher par le FC Nantes ce dimanche ? La crainte de se faire accrocher, oui, elle est là, parce qu'on est un petit peu sur notre nuage, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en même temps, vu tout ce qu'on a mangé ces dernières années, quand on a un petit peu de bonheur qui arrive, on le croque à pleines dents, et je peux pas en vouloir à qui que ce soit. Mais Nantes, écoute, c'est une équipe que j'ai particulièrement regardée, parce que c'est un concurrent direct. Je pense que c'est une vraie tuile, l'absence de Zézé derrière, leur jeune défenseur central qui s'est fracturé la malléole. Parce que là, ils vont remettre probablement Castelletto, comme ce week-end. Ils ont mis Duverne hier, je les ai regardés hier. Nantes, on a longtemps été la pire équipe en matière de possession de balle, et Nantes, c'est l'équipe qui a le moins la balle. Ils nous ont doublés, on les a doublés. À ce niveau-là, ils ont 41% de possession de balle en moyenne. C'est la 13e attaque, 13e défense. C'est une équipe qui va attendre. Mais je m'attends à un vrai combat, par contre. Faut pas, avec des palois, etc. Je suis pas sûr que ça va être ultra technique, mais par contre, ça va répondre présent dans le combat. Sylvain, de ton côté, comment tu vois la rencontre ? Moi, je m'attends à une rencontre difficile. Difficile pourquoi ? Parce qu'on sort de deux prestations intéressantes. Une victoire contre un, c'est une courte défaite au parc qui nous a laissé des espoirs. Maintenant, Nantes, c'est une équipe qui, après avoir vécu un peu l'imbroglio autour de l'entraîneur, de l'arrivée d'Abid Bey, puis finalement le maintien de Antoine Comboiré, accompagné d'adjoints qui sont venus renforcer le staff pour créer une certaine émulsion. Donc
Ouais, je trouve qu'on est sur une équipe qui a quand même retrouvé un petit peu d'élan. Ils ont gagné le derby face à Rennes et ça leur a fait beaucoup de bien. Euh, Voilà, après, évidemment, c'est des matchs que nous devons remporter, soyons clairs. On est à la maison, on joue face à un concurrent direct. Aujourd'hui, c'est un match, comme on dit généralement, un match à 6 points, mais c'est surtout un match pour sortir à nouveau de cette place de barragiste qu'on occupe. Et puis l'idée, c'est de continuer à surfer sur ce qu'on fait depuis 2 rencontres et de voir si vraiment on est capable d'emballer le match face à une équipe qui va peut-être nous laisser la balle, qui va peut-être moins jouer que ce qu'on a rencontré jusque-là. Donc voilà, à nous de faire le nécessaire, à nous de mettre les ingrédients nécessaires et surtout de sortir avec un résultat positif. Un FC Nantes qui s'est incliné en tout cas mercredi 2-1 face à Brest pour les 16e de finale de Coupe de France. Pour être un peu moins frais, est-ce que c'est l'occasion de surfer sur ce résultat, sur la fatigue du côté nantais, Romain? Écoute, après ils avaient joué vendredi alors que nous on a joué dimanche, donc ça rééquilibre un petit peu la balance, mais en tout cas c'est quelque chose qui est... L'aspect physique est clairement pris en compte parce qu'on a bien vu qu'ils les avaient laissés souffler lundi et mardi. Les Verts ils ont repris l'entraînement uniquement ce mercredi-là pour préparer la rencontre de dimanche. Le même jour où Nantes jouait sur la pelouse de Brest. Alors il n'y a pas un grand déplacement hein, de Nantes à Brest, mais ils ont joué le jeu à fond. Encore une fois, pour avoir regardé le match en partie, c'est pas du tout une compétition qu'ils ont laissé filer. Hein. On aurait pu se dire ça, priorité au maintien. Non, non, c'est pas du tout l'objectif de Nantes, c'était de passer ce tour. Mais pour autant, donc ils ont mis l'équipe type, ils ont beaucoup donné. Mais pour autant, c'est pas passé. C'est pas passé parce qu'ils savent pas trop quoi faire avec le ballon. C'est une équipe qui va rester bloc médian, voire bas, et qui va compter sur des individualités comme Simon, comme Ablin, comme Thomas. Ils peuvent nous faire mal sur de la transition rapide, un petit peu comme Reims a pu le faire par moment. Je m'attends un peu ce même genre de rencontre, un petit peu que voilà. Donc là-dessus, c'est clairement pas une équipe qu'il faut sous-estimer et pas se croire arriver parce on n'a pas été dégueulasse contre Paris et que tout le monde nous a félicités, quoi. C'est ça, des Stéphanois métamorphosés depuis plusieurs semaines avec l'arrivée d'Eric Orneland sur le banc. Une victoire farce à Reims pour commencer. On a été mené, puis on a pris le dessus avec un doublé d'Augustin Bocae. Et puis, face au PSG, une prestation, on a pour même croire à l'égalisation sur les 10 dernières minutes de match, avec un bon début de rencontre, mais un doublé de Dembélé, un but annulé de Barcola, et puis un David Agili qui réduit le score sur coup de pied arrêté peu après l'heure de jeu. Une défaite, la tête haute, qui permet à l'équipe de prendre en confiance. On a vu une équipe qui a adhéré au projet tactique mis en place par Eric Orneland. On a été performant dans les ressorties de balles, plus en manque d'efficacité offensive. On ressort forcément un petit peu déçu peu déçu de cette défaite. Sylvain, qu'est-ce que tu retiens justement de la rencontre de dimanche dernier ? Retiens 10 bonnes premières minutes où on a 2 occasions franches qui auraient peut-être pu être converties. Après, j'ai trouvé qu'on a beaucoup souffert les 30-35 minutes qui ont suivi. Malheureusement, le premier but nous a fait du mal et j'ai trouvé qu'on était en difficulté. Ce qui est normal hein, d'être en difficulté au Parc des Princes face aux champions en titre quand on connaît l'écart de niveau et de talent entre les 2 équipes. Et la deuxième mi-temps a été un peu plus cohérente tactiquement. Est-ce que les Parisiens ont peut-être aussi un peu baissé de pied? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'on était plus cohérent tactiquement, moins pris à revers, notamment sur certaines phases, parce qu'on prend un premier but sur une phase de transition. C'est un peu frustrant de prendre un but comme ça chez le champion en titre, et en même temps c'est les ambitions de notre nouveau coach et du nouveau projet de jeu qu'on va avoir, donc on peut pas se satisfaire d'avoir un projet de jeu ambitieux mais se plaindre de prendre des buts sur des buts en transition chez le champion en titre. Maintenant on n'espérait pas prendre une volée, c'est chose faite. On a vu une deuxième mi-temps où on a gagné 1-0 sur la deuxième mi-temps hein, comme l'a justement dit Orneland à ses joueurs dans le vestiaire après le match, mais
Mais aujourd'hui, c'est le match de Nantes, puis le match du Auxerre qui va véritablement compter. Et comptablement, il va falloir être efficace, c'est certain. Parce que la série qui nous attend après est nettement plus difficile à jouer avec Rennes, avec Lille, avec Marseille, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Une rencontre Moi, dans la suite de l'apprentissage, Romain? Ouais, si je pouvais surfer sur ce que dit Sylvain, j'avais un peu peur d'un truc, c'est que quand tu fais un bon match où on vaut le même avec les équipes qui arrivent à gratter un point à Paris, c'est que derrière, et là nous on a fait un bon match, donc tu peux sortir du positif, mais j'avais peur que ça s'enflamme un petit peu, que je vois des sourires, de la décontraction, parce qu'on est habitué à ça, santé. Les mecs, on s'habitue vite à peu, on se contente vite de peu depuis trop d'années. Et j'avais peur de voir ça, et c'est vrai que l'inside d'hier, on voit dans le vestiaire qu'il n'y a pas de sourire. Directement, Orland, il pointe ce qui n'a pas été tactiquement. Hein. On a vu que quand ils ont fait beaucoup de transversales pour étirer notre jeu et sortir de notre piège où on essaye de les enfermer sur un côté. Parce qu'ils ont la qualité technique pour le faire. Donc il a tout de suite repris Bouchoirie et Mouton sur ce plan-là, qui était insuffisant. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu tombé sur Léo Petro, notamment. Et j'ai pas vu de sourire, j'ai pas vu de décontraction, voilà. Et ça me plaît parce qu'on a un entraîneur qui sait vite les remettre, qui va pas se contenter de ça, qui pète la dalle et qui va pas qui va vite les remettre dans le droit chemin. On l'a vu des moments, pas de blabla. Dans l'inside, il leur dit des moments pas de blabla. Voilà, t'as compris. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'a rassuré. Des Stéphanois qui sont donc restés droits dans leurs bottes durant 90 minutes de jeu. Je te repose la question, Romain. Est-ce que tu penses que c'est une rencontre qui s'inscrit du coup dans l'apprentissage, peu importe la défaite, dans la suite du projet mis en place? Face à Nantes, oui. Face à Paris surtout. Face à Paris. Oui, non, mais ça, c'est une évidence. Mais une fois qu'on a dit ça, maintenant, l'apprentissage, c'est très bien. Le beau jeu, c'est très bien. Mais il va aussi falloir prendre des points. Parce que la pression, elle peut vite retomber. Du moins, elle peut vite remonter d'un cran si tu perds contre Nantes en te faisant même si si t'as le ballon 80% de temps avec 80% de possession de balle, excusez-moi, au bout d'un moment, il faut prendre des points pour t'enlever une certaine pression du résultat aussi. Et ça, faut que ça vienne confirmer ce qu'on voit. Donc c'est la priorité, mais par contre, va falloir gagner en efficacité, parce qu'on l'avait déjà vu contre Reims, et là, c'était la même chose contre Paris, on se l'est dit, une semaine avant le match. Si t'es pas efficace contre Paris, tu seras cuit. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, je regardais rapidement en termes de stats, et si on compare le nombre de buts marqués avec le nombre d'expected goals, ça nous donne un ratio, et on est la pire équipe de Ligue 1 en la matière. C'est-à-dire que quand Paris, eux, ils marquent... je dis pas de conneries, non, même si je prends Nantes, admettons, ils marquent 20 buts, alors qu'ils ont, en termes d'expected goal, ils en ont 18. On est relativement proche. Nous, on en marque... en plus, je vous ai dit 20 buts, je vous ai dit une connerie. Nantes, ils ont marqué... Si, c'est bien ça, 20 buts. Nous, on en a marqué 16. Et alors qu'on aurait dû en marquer... Ok, 17. En gros, on est le pire ratio en termes d'efficacité. Et ça, tout ça pour dire que, mon exemple, il vient juste attester qu'on manque de croquants dans la surface, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Pour conclure un petit peu cette partie sur notre manière de voir la rencontre, on a un extrait toujours de notre journaliste nantais qui revient justement sur comment il voit la rencontre, de quel côté va pencher la balance. Je vous laisse écouter ça. C'est difficile de dire aujourd'hui de quel côté penchera la balance, parce que ce sont deux équipes qui ont le même nombre de points, qui se talonnent, qui sont vraiment au coude à coude en championnat. Si Ablin et Simon, en tout cas côté nantais, sont bien alimentés, si le milieu de terrain stéphanois ne prive pas son homologue nantais de munitions, eh ben ça peut faire mal. Eux peuvent faire des différences individuellement. Après, j'ai l'impression qu'il y a un vent de fraîcheur qui souffle quand même sur Geoffroy Guichard.
depuis l'arrivée d'Eric Horneland. Les deux équipes ont quasiment le même effectif. Il n'y a pas eu de recrues, excepté Lopez, côté nantais, Anthony Lopez. Mais sinon, les effectifs n'ont pas bougé. Mais j'ai l'impression quand même que le vent de fraîcheur souffle plutôt du côté de l'Etra et de l'ASS que du côté du FC Nantes, qui est encore une fois retombé dans ses travers à Brest. Deux équipes donc similaires pour lesquelles la SS pourrait prendre le dessus. Puis messieurs, dernier petit sujet en 5 minutes. On a une grosse vague d'absence du côté de la SS, on le sait, Ouadji, Briançon, Monconduit, Tardieu, puis aussi Masson, Ben Holt, Sissoko et Mouefek potentiellement. On a face au PSG, on a vu une formation stéphanoise en difficulté sur les ailes, un Boaké qui est rentré à la mi-temps à la place de Mathieu Cafaro, des latéraux en difficulté même si on avait des gros clients en face. Romain, je vais te poser la question, quel 11 est-ce que tu vois être aligné face à Nantes, plutôt dans la continuité du PSG ou avec des améliorations, des changements, comme par exemple la titularisation de Boaké? J'ai beaucoup parlé, donc je vais faire bref. Pour moi, la seule incertitude, c'est celle de Cafaro ou Boaké. Voilà, à partir de là, le reste, j'ai l'impression que ça a pris un petit peu une longueur d'avance. Possible qu'un Mathis Amougou ait un peu plus de temps de jeu parce que faut quand même préparer la suite, à savoir à Auxerre où Bouchouari et Mouton seront suspendus. Donc pas impossible qu'il débute. Moi, je ferme pas la porte à ça. Mais pour le reste, pour moi, il y a peu de suspense. Sylvain, de ton côté, tu valides une idée de mettre un Mougou titulaire à Geoffroy Guichard ce dimanche? En tout cas, une chose est sûre, c'est que, à mon humble avis, Boaky sera titulaire à la place de Cafaro ce week-end. Ça, pour moi, c'est une évidence. La sortie à la mi-temps de Cafaro confirme qu'il n'a pas forcément répondu aux attentes de l'entraîneur sur la première mi-temps. Et au-delà de ça, le système de jeu est tellement énergivore qu'on voit rapidement Cafaro en difficulté sur les courses, sur les projections et sur son apport qu'il peut avoir offensivement. Donc déjà, la première des choses, selon moi, c'est que Boaky sera titularisé avec David Aljuili et Stassin, puisque Sissoko est toujours suspendu. Deuxièmement, j'aimerais toucher un mot sur David Aljuili, qui a fait un match, je trouve, décevant au Parc des Princes. Certes, il a marqué ce coup franc d'une fort belle manière, même si à mon avis il était un petit peu aidé par le gardien parisien, mais je trouve qu'il a tendance trop souvent à privilégier l'option individuelle, et à ce compte-là ça devient frustrant quelquefois, parce que je pense qu'il y a matière à mieux faire quelquefois, et puis voilà, j'espère qu'il ne rentre pas dans un système où il veut stater lui personnellement à tout prix et qu'il se place au-dessus du collectif. Voilà, certes c'est un très bon joueur, certes heureusement qu'on l'a, mais j'espère qu'il va quand même garder une certaine notion collective dans son jeu et apporter collectivement et non pas seulement individuellement. Ouais, Concernant Mathis Amougou, Vas-y. Concernant Mathis Amougou, je pense que Horneland va surfer le plus possible de toute façon avec Louis Mouton et Bouchouari sur ce match-là, puisqu'il ne pourra pas compter sur eux la semaine prochaine. Mais bien évidemment que Mathis Amougou va avoir du temps de jeu pour le préparer. J'espère qu'Aymen Mouefek en aura aussi et qu'il sera remis de son virus qu'il a actuellement, puisqu'il était encore absent de l'entraînement ce mercredi. Donc voilà, j'espère qu'ils auront chacun du temps de jeu en sortie de banc, de manière à densifier le milieu de terrain et surtout à apporter des courses et du volume en préparation du match contre Auxerre, qui s'annonce délicat, puisque Auxerre fonctionne bien cette saison, vraiment bien même. Romain, tu disais? Romain? Bon. Des choix en tout cas ouais. Des choix qu'on suivra en tout cas attentivement ce dimanche. Mais avant tout, avant de finir cette émission, évidemment on va passer par le volet des pronostics, le traditionnel volet des pronostics. Je vous laisse écouter les pronostics de notre intervenant du jour. Et en ce qui concerne le pronostic, eh bien, je dirais un partout avec un but de David Ashvili pour les Verts et puis un but de Mathis Ablin pour le FC Nantes. Je ne prends pas beaucoup de risques parce que ce sont les deux meilleurs buteurs de chaque formation. Donc un match nul, un partout.
Sylvain, de ton côté, est-ce que tu penses plutôt de la balance de l'ASS capable de faire un résultat, plutôt le match nul, plutôt la défaite? Quels sont tes pronostics? Écoute, j'ai envie d'être optimiste au regard de ce que j'ai vu lors des 2 derniers matchs. J'espère qu'on va remporter cette rencontre et j'ai envie de pronostiquer qu'on remportera cette rencontre 2 buts à 0. 2 buts à 0, voilà, dans la continuité de ce qu'on a fait contre Reims avec un match de plus en plus dense en termes d'intensité. Quand je dis dense, c'est que ça s'étend de plus en plus sur le match et qu'on est capable de maintenir notre pressing tout terrain et notre volonté d'asphyxier l'adversaire le plus longtemps possible. Voilà, j'espère en tout cas qu'on va ressortir avec un résultat positif et surtout qu'on va pouvoir préparer Auxerre sereinement, parce que si on vient à perdre ce match, le match contre Auxerre pourrait déjà être très très important, voire même capital, dans le sens où Angers avance vite et du coup Nantes avancera aussi plus vite, donc on pourrait se retrouver dans une situation un peu délicate le week-end prochain si un résultat négatif survenait ce week-end à Geoffroy Guichard. Oh bah écoute, moi je partirais sur... au début je voulais partir sur un 2-0, mais comme Sylvain l'a déjà donné, je vais partir sur un 1-0. J'ai vraiment peur de... C'est notre inefficacité qui m'effraie un petit peu. Voilà, j'ai peur de ça, un petit peu manque de talent, manque d'expérience devant, qui fait que on tourne autour avec la pression du résultat et on ait du mal à marquer, mais que ça finisse par rentrer. Voilà. C'est ça, un résultat quasiment obligatoire, on va dire, entre gros guillemets, des Stéphanois qui pourraient être en capacité d'étouffer un petit peu le bloc nantais. De mon côté, je vois plutôt une victoire. C'est vrai que sans pour autant encaisser de but, donc pourquoi pas une victoire 2 buts à 1 à Geoffroy Guichard. Pour, je le rappelle, une rencontre qui se jouera donc ce dimanche 19 janvier à 16h pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 dans un stade Geoffroy Guichard toujours amputé de ses 2 poumons. Et une rencontre donc diffusée sur DAZN. Alors je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Peuple Vert et puis à liker la vidéo si cette dernière vous a plu. C'est très important pour nous que vous nous fassiez des retours pour améliorer la qualité de votre contenu. D'ici là, je vous donne rendez-vous dimanche pour suivre la rencontre. Sylvain, merci de ta disponibilité. Et puis j'ai envie de vous dire, et puis Romain aussi également. Et puis allez les Verts, et puis bon match surtout. Allez les Verts! Ciao.